Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au trio économique après quelques semaines de vacances. On est quand même rendu tout près du 100e épisode avec Ouais, du c'est vrai. contenu. Là, je me demandais si un moment donné, on allait manquer de contenu pour le faire, le trio, mais honnêtement, ça va quand même bien de ce côté-là. On a toujours des bonnes idées. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, je pense, va être vraiment intéressant, là. Ben, ce Euh, qui aide à ce qu'on manque pas de contenu, c'est qu'on parle jamais du sujet qu'on est censé de parler. Fait que Mm. comme ça, il est toujours là Effectivement. pour la semaine d'après. Ça, c'est sûr que ça aide à plein. Mais non, mais aujourd'hui, je le trouve vraiment cool, le sujet. Tu sais, on veut parler de. Tu sais, on dit souvent, t'as le discours alarmiste dans les médias, où est-ce que tu lis les médias puis t'as l'impression que tout va mal. Puis la réalité, c'est que tu te rends compte que quand tu prends un bon pas de recul, tu regardes planétairement qu'est-ce qui se passe, les choses vont quand même de mieux en bien, en mieux sur bien des aspects, notamment au niveau de la pauvreté, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est l'Institut économique de Montréal cette semaine qui sortait des stats par rapport à l'agriculture, puis les gains de productivité qu'on a fait en agriculture, puis comment que ça aide la production alimentaire. C'était quand même assez spectaculaire, les résultats qu'ils nous présentaient, puis je pense que c'est quelque chose qu'on voulait parler plus en profondeur aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça, Vincent. J'ai vu que tu avais publié là, parce que sur le. Là, je peux comme pas partager des trucs à l'écran parce que contrairement à d'habitude, on n'est pas sur Restream, on est sur Zoom exceptionnellement, là. Mais dans la section opinion, justement, si vous allez sur iedm.org, vous avez la section opinion et là, il y a un papier que tu as signé qui s'appelle La croissance économique a le pouce vert. Ça date Yep. de quelques jours, là. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, ben, ça date de plusieurs semaines, mais si vous êtes sur Patreon, ça date seulement de quelques jours. Puis, ben, juste quelques stats quand même que tu donnes là-dedans qui sont assez intéressantes. Tu dis, les données sur le couvert forestier, pour ne prendre que cet exemple, montrent le constat inverse. La croissance économique a le pouce vert. En observant l'évolution du PIB par habitant dans 103 pays, on observe que pour chaque gain de 10% du revenu moyen, le couvert forestier, la superficie totale d'un État couverte par des forêts, croît par 0,02 points de pourcentage. Cela peut sembler petit, mais ça représente un cinquième du changement annuel moyen, 0,1 point de pourcentage. Autrement dit, si je comprends bien ce qui est écrit, contrairement à ce qu'on raconte que, dans le fond, la croissance économique amène à la disparition des forêts, la déforestation, tout ce genre de discours-là, toi, ce que tu dis, c'est que, en fait, tu regardes les pays où il y a de la création de richesse, puis il y a de la croissance, puis finalement, ce que tu observes, c'est qu'il y a une augmentation de la taille le- des Du couvert espaces verts, forestier. autrement dit. Là, je ne connaissais pas cette expression-là, couvert forestier, là, mais bon, pour le dire simplement aux auditeurs, c'est tous les endroits où il y a des forêts, là. Ouais. Ben écoute, la manière de le voir, c'est qu'au Canada, écoute, c'est le meilleur exemple. Le Canada, ça devrait être le pire pays en termes de couvert forestier. Un, on a une croissance démographique très rapide. Tu as un grand étalement urbain, donc tu as, un plus grand encrochement dans les espaces naturellement verts. Tu as une grosse industrie forestière au Canada qui exploite beaucoup. Mais quand tu regardes le couvert forestier au Canada dans son ensemble, depuis 1980, c'est une ligne plate. Le couvert forestier canadien n'a pas changé, même si la production forestière a augmenté. Donc ça Un veut peu, dire là, qu'au c'est pas ça qu'il dit, Richard Desjardins. Richard Desjardins. En fait, au Québec, depuis 1990, c'est l'inverse. Le Québec, lui, a augmenté. Contrairement au reste du Canada, dans le Canada dans son ensemble, le couvert forestier est stable. Le Québec a des gains nets de son couvert forestier depuis Un peu, 1990. là. Attends un peu, là. Attends un peu. Ça Richard, fait là, 30 avec ans sa qu'on nous guitare, dit là. que. Ouais, ça fait 30 ans qu'on nous dit les coupes à blanc, il n'y a plus d'arbres, le poumon de la planète, tout ça. Si vous allez dans le nord, c'est déforesté à grandeur. Tu es en train de nous dire que globalement, c'est un petit peu beaucoup une fake news, ce truc-là. Pas mal. Puis, parce que quand tu regardes, Ça fait des bonnes généralement, tunes. ça fait des bonnes tunes, mais généralement, tu as ce qu'on appelle la courbe de la transition forestière. Les pays qui déforestent énormément sont des pays en voie de développement, mais au fur et à mesure que tu deviens riche, il y a plusieurs choses qui se passent. Un, ton agriculture devient plus efficace, donc tu as plusieurs acres de terre qui sont retournés à la nature. Historiquement, c'était par exemple, on n'avait plus besoin d'autant de terre pour nourrir des animaux, donc ce qui se passait, c'est qu'on Hmm. laissait des acres retourner à la nature. Un vieil Aussi, exemple de Pierre Desrochers qui nous a dit dans un podcast là, du New Hampshire
Quand tu te promènes dans les forêts du New Hampshire présentement, tu vas voir des anciens endroits où est-ce que on élevait des moutons pour du lainage, où on faisait pousser Yep. du foin pour les animaux en ville, parce que c'était ça le carburant des villes au début des années 1900-1800. C'est que le carburant de la ville, c'était le foin, les amis. Il y avait des Ah oui. chevaux. Oui, ajoute avec ça l'amélioration des technologies de transport, tu peux concentrer la production dans les meilleurs endroits puis rendre les produits plus facilement accessibles aux autres endroits. Donc, tu peux densifier aussi, donc les gens peuvent vivre plus facilement dans certains endroits en grand nombre. Donc, au final, ce que tu vois, c'est qu'après un certain point de revenu, le couvert forestier fait un retour. Quand tu regardes globalement, ça, c'est la courbe de Kuznets, ça fait Ouais. un prix Nobel, tu vois que pour tous les pays riches, il y a une augmentation du couvert forestier. Puis c'est particulièrement fort dans les pays riches où les droits de propriété sont super bien respectés. C'est encore plus fort dans ces pays-là que le couvert forestier reprend, alors que les pertes de couvert forestier, c'est généralement dans des endroits un peu plus ordinaires en termes de droits de propriété, comme par Tandis les exemple le terres de la Brésil. couronne sont gérées par le gouvernement. Ben, pas juste des fois le gouvernement, ça peut être que le gouvernement a un droit de regard. Donc, tu peux exproprier des gens qui vivent sur le terrain, prendre leur propriété. Là, le Brésil est un bon exemple de ça. Là, tu Ouais, as mais des c'est pertes correct faire forestières. ça si c'est pour le bien commun. C'est pour le bien C'est que. commun, bien. Ouais, c'est ça. Tel que défini par la mairesse de Longueuil. Ouais, c'est ça. Euh, et un mur anti-son. Hein. Ouais. Ça, dans le Patreon, je pense qu'il faudrait en jaser. Je les ai écoutés hier, j'étais fâché. Mais anyway, le couvert forestier augmente, puis c'est en grande partie parce que quand tu regardes, quand tu décomposes les facteurs qui contribuent, les gains de productivité en agriculture, il y a d'autres facteurs, mais les gains de productivité en agriculture sont vraiment importants. On sous-estime à quel point on Ouais, produit mais ça, maintenant. c'est de l'agriculture de masse. C'est rempli d'antibiotiques. C'est cancérigène, ça, Monsieur Gelozo. Monsanto, là, qu'est-ce que vous en faites? Écoute, je me fais des amis tout le temps avec cet exemple-là, mais les pesticides, même s'ils sont cancérigènes, pourraient ne pas être cancérigènes tant et aussi longtemps que l'effet qu'ils ont sur la diversité de produits alimentaires et le prix des produits alimentaires augmente la qualité de la nutrition de telle sorte que ça minimise ou vicie l'effet des pesticides. Ben oui. Parce que les gens continuent. Ça, c'est une autre affaire parce que vous en avez parlé cette semaine dans le Yann et Frank quand vous disiez les facteurs de risque. Ça, c'est des facteurs de risque en laboratoire. Les facteurs de risque en laboratoire, généralement, la vertu d'un laboratoire, c'est que tu contrains le nombre de variables qui bougent parce que tu as un setting en laboratoire. Mais la réalité, c'est que quand, des fois, ce qui est fait dans un laboratoire ne peut pas être extrapolé pour la société s'il y a des changements de comportement qui sont associés Mhm. avec la chose en soi. Donc, oui, en laboratoire, tu peux trouver que les pesticides ont un effet nocif sur, sur les taux de cancer. Donc, ils augmentent la probabilité que tu as un cancer. Mais quand ils arrivent en société, parce que l'effet des pesticides est aussi de réduire les prix de l'alimentation, tu as moins de privation alimentaire, tu as des diètes qui sont plus diversifiées, tu as la capacité à manger davantage. Et ça a un effet de santé positif. Donc, au net, même s'il y a un effet en laboratoire, il pourrait être contremandé à toute fin pratique dans la Ben société oui. en général. Ben, c'est Euh, exactement ce qu'il disait dans l'article de Reason sur l'aspartame. Il disait, ben, l'un des plus gros facteurs de risque du développement de cancer, c'est l'obésité. Donc, si tu prends des sucres normaux pour t'alimenter, ben, tu as plus de chances de devenir obèse. Et plus t'es obèse, plus tu as de chances de développer un cancer. Donc, même si tu prends en contrepartie un produit qui, théoriquement, dans un laboratoire, est cancérigène, la réalité, c'est qu'il faut que tu en prennes une quantité tellement immense pour que ça le devienne par rapport à l'effet négatif du sucre normal, par exemple du sucre raffiné qu'il y aurait dans ton Coke régulier ou ton Pepsi régulier, qu'au final, c'est moins dommageable de prendre un produit cancérigène que juste de ne pas le faire. Fait c'est ça. Fait que Mais là, ça, si c'est je pas. comprends bien, là, le Québec, les terres forestières augmentent. Une des raisons, c'est la hausse de productivité de l'agriculture, malgré le fait qu'on a plus grande population, malgré le fait que les gens ont des goûts qui se sont diversifiés énormément puis qui exigent des aliments de plus en plus différents, malgré le multiculturalisme qui fait en sorte qu'on a toutes sortes de bouffe. Ben, on met tous les arguments dans la bouillie, mon homme. Ah, On, c'est toute une bouillie, là, ça devient brun à regarder. Tu sais, on veut avoir du coréen, on veut avoir de la bouffe indienne, on veut avoir de la bouffe halal, on veut avoir de la bouffe mexicaine. Ah, et picante!
Mais la réalité, c'est que malgré cette hausse de diversité-là au niveau de la bouffe, malgré la hausse de la population, malgré tout ça, on a moins de terres agricoles pour servir les gens. Et malgré tout, on arrive à des meilleurs résultats. Ben, Yep. écoute, je veux juste lire les deux prochains paragraphes du texte parce qu'ils nous amènent à cette stats-là que moi je trouve assez incroyable. Tu dis, cette reforestation s'explique notamment par le fait que plus nous devenons productifs, un peu ce que tu viens de dire, plus nous devenons prospères et mieux nous utilisons les terres agricoles qui sont à notre disposition. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il y avait 125 millions d'hectares de terres agricoles de moins en 2020, la dernière année pour laquelle les données étaient disponibles, qu'il n'y en avait en 1998. Au cours de la Capoté, même hein? période, cependant, l'offre de nourriture en calories par personne a cru de 11%. Sur la même période, la population mondiale a cru de 31%. Ce qui Hey, implique, c'est donc que notre production de nourriture est 45,6% plus élevée qu'il y a 22 ans, malgré le fait qu'on utilise moins de terre pour y arriver. Aïe, aïe, c'est impressionnant. man. Mais écoute, moi, ce que je suis encore plus impressionné, c'est que si, Frank, tu checkes la population pour moi en 1960 de toute la Terre, puis on a les données de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le nombre d'hectares utilisés pour la production agricole, toute production agricole confondue, pastorale et céréalière, depuis 1960, c'est pas mal une ligne plate. Il y a des petites variations, mais ça reste à peu près la même proportion. Dans la même En période, 1960, on arrive à 3 milliards de personnes sur Terre. on est 8 milliards aujourd'hui. Donc, Ouais. même quantité de terre, plus ou moins, qu'en 1960, plus que 2,3 fois de population. Une population qui, soit dit en passant, ne consomme pas la même quantité de calories par tête de pipe qu'en 1960. Donc, en moyenne, tout le monde consomme plus de calories. Il y a plus de monde. Donc, ce n'est pas juste qu'il y a une frontière intensive, il y a une frontière extensive. Les gens sont beaucoup plus riches, donc ils demandent des types de nourriture beaucoup plus sophistiqués, avec Take an beaucoup egg. plus de transformation. C'est plus juste comme Take an egg. steak Parce and qu'on egg. n'arrête pas. J'ai oublié ça tantôt dans mon affaire. J'essayais de mettre tous les ingrédients dans ma bouillie, puis je n'ai oublié un. On Steak mange and plus egg. de viande. La viande exige plus de terres agricoles que la pelouse. Fait que Ouais, on n'arrête pas de nous dire, les vegans n'arrêtent pas de nous dire que nous, mangeurs de viande, sommes des salauds parce que, de par notre faute, on a exploité trop de terres agricoles. On pourrait exploiter moins de terres agricoles en mangeant directement la verdure plutôt que de le transformer via un Tu animal. sais, hey, puis à ta bouillie, on peut ajouter aussi toutes les subventions que l'État donne. L'État essaye tellement d'encourager la croissance de l'agriculture en disant, ben, on va garder des terres agricoles, on va donner des subventions, on va donner des prix de contrôle, on va donner des assurances stabilisation de récolte, blablabla, blablabla. On offre plein d'affaires. L'effet est qu'on a plus d'agriculture, on a plus d'agriculteurs qu'autrement. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as plus de joueurs au lieu de plus d'innovation qui essayent de minimiser l'utilisation du territoire. Encore une fois, je vais dire la chose qui fait fâcher tous les agriculteurs quand je le dis. Si on pouvait produire toute la nourriture sur Terre par une seule personne, sur un seul acre de terre, à un prix plus bas qu'aujourd'hui, let's do it. On n'a aucune raison de vouloir s'objecter à faire ça. Mais présentement, les gouvernements font beaucoup d'efforts pour pas qu'on aille dans cette direction-là. Donc, en plus des efforts de conserver plus d'agriculture, il y a quand même des bénéfices. La croissance économique a tellement des bénéfices importants ben, qu'elle génère ses effets positifs en dépit des meilleurs efforts des gouvernements d'empirer la situation. ouais. Ben moi, c'est drôle parce que j'écoutais l'autre fois, je suis tombé par hasard sur YouTube sur un agriculteur français qui fait des produits genre, tu sais, de l'élevage, pour faire des produits pas genre bœuf wagyu, là, mais pas loin de ça, là, tu sais, des produits haut de gamme. Puis lui, ce qu'il disait, il dit, tu sais, moi, mes produits, ils coûtent cher, puis c'est normal, c'est des produits, tu sais, raffinés pour une certaine clientèle. Je sais que je fais du haut de gamme, puis tu sais, j'ai des gens qui viennent puis achètent mes trucs. Puis il dit, regardez comment les bêtes sont traitées ici, tout ça. Mais il dit, mon segment de marché, c'est ce type d'agriculture-là pour une clientèle précise. Mais il dit, le problème, c'est que la majorité des gens s'attendent à ce que, si quand ils visitent des fermes ou quand on leur parle de l'agriculture, ils veulent voir la qualité de ce qu'ils voient ici, mais avec les prix
Ouais. de l'agriculture que tu peux Là, il voir. vend son bof 200$ le kilo. Là. Ben, c'est un peu ça l'idée. Là. Et lui, il Un bœuf disait Wagyu, c'est 200$ le kilo. Cependant, l'élevage de ce type de bœuf-là nécessite beaucoup plus d'intrants et donc exact. beaucoup plus de coûts, donc des prix plus élevés. Exact. Puis lui, il disait, mais en contrepartie, fait qu'il dit, tu sais, il dit, moi, les gens s'attendent à ce que je vende mes shit, le prix de quelqu'un qui ne ferait pas ce type d'agriculture-là. Mais en contrepartie, puis je trouvais ça honnête de sa part de le dire, il disait, celui qui fait de l'agriculture, entre guillemets, productive, lui, il se fait accuser d'empoisonner le monde parce qu'il ne suit pas les mêmes standards que moi. Mais il dit il dit, vous pouvez, tu sais, ça revient à la fameuse histoire, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la beurrière. On mange C'est tout que, bio demain matin, puis on est en famine planétaire. Là. Peux-tu le dire? Là? Attends, l'affaire, Ben, c'est du que. vrai bio, pas du bio fake, là, le bio OK, fake marketing. Du vrai bio, là, pas c'est bon. d'antibiotiques, pas d'OGM, tu sais, la pureté pure. Là. ben, Du vrai de vrai bio. il va falloir que tu réaugmentes les surfaces utilisées de terres Totalement. agricoles, puis tous les endroits que tu as, par exemple, dans la ville de Québec, où c'est théoriquement des terres agricoles, mais en fait, c'est des terres laissées vacantes, même pas en jachère, là, c'est des terres laissées de même. Fait qu'il va falloir que tu Hey, recommences à faire pousser des trucs là-dessus. Là. mettons que demain matin, tout le monde se met à manger de la top qualité bio, là, pas fake, là, pas marketing, du vrai bio. Là. On réussit le tour de magie pour que tout le monde soit bio. Chris, les hosties de vegan vont faire comment pour se tracer une ligne à terre et faire le frais avec le bouffe? Non, je sais pas, peut-être s'acheter une Tesla. Peut-être Mais qu'ils vont aller à l'épicerie puis ils vont voler un item puis dire qu'ils sont vertueux à Oh, la caisse man. automatique. Hey, qu'est-ce ouais. qu'on a lu là sur Twitter? T'as peu. Puis ça, on en Non, parlera non, plus mais il tard. faut Ça. en parler. On peut pas le dire aux auditeurs, ça n'a pas de sens. Léa Ouais, Streliski, hein, c'est ça? ouais, mais Mais, ça a l'air que c'est son humour qu'elle dit. Ouais, ça, on dit Elle de a fait des l'humour. blagues. mais ça, mais ça, Oh, mais ouais. ça, mais ça, c'est la stratégie white racist que tu as aux États-Unis. I'm not a racist, I was just making a joke. C'est la même Oh, ouais. catégorie d'affaires. Non, non. En du fond, ce que la fille a dit, c'est que au Walmart ou des places de même, ça n'a pas d'allure. Ils ont remplacé des employés par des caisses automatiques. Puis à cette heure, ben, vu qu'ils sont pas capables de payer du monde pour faire ce job-là, elle se sent très à l'aise de voler un item à chaque fois qu'elle y va. Mais le pire, c'est que nous faisons trois choses. J'aime toujours quand des Émilie Nicolas ou des Léa Trilinski de ce type proposent des politiques publiques dans un autre domaine, donc ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Et après ça, ils parlent de ce sujet-là. Ils se plaignent que, justement, on n'a plus de services humains aux caisses. As-tu pensé que quand tu défends des réglementations à l'embauche, que tu veux des augmentations de taxes sur la masse salariale, que tu passes plein de mesures qui font en sorte que ça coûte plus cher d'embaucher du travail, la compagnie veut remplacer par une machine. Puis ça, tu te plains que tu as une machine. Je veux dire, tu es Ah, mais c'est un, l'artisan de ton c'est un propre discours des malheur. années 80, Vincent. Je veux dire, présentement, là, est-ce qu'il y en a des postes ouverts, tu penses, dans les Walmart et dans les magasins de détail? La réponse est oui, il manque de personnel. Tu sais, là, on est là, hey, ça n'a pas d'allure. Ils mettent un robot à la place du monde. Au lieu de laisser le monde travailler, ils mettent un robot à leur place. Chris, ils n'ont pas de monde pour travailler. Oui, mais le point, c'est que ils peuvent pas. OK, regarde, l'employeur, ça, c'est encore quelque chose que les gens ne comprennent pas. Le coût du travail, ce n'est pas le salaire uniquement. Le coût du travail, c'est tout ce que je dois payer, moi, comme employeur, quand j'embauche quelqu'un. Puis la Ouais. réalité, c'est que la portion non salariale des coûts d'embauche augmente de telle sorte que le salaire, ce que l'employé tient à la fin de sa paye, ce que lui réussit à ramener à la maison, bien ça peut pas, ça n'a pas réussi à augmenter. Mais par contre, les coûts de travail ont augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Bien, l'employeur n'est pas capable d'offrir un salaire qui attire du monde, mais il y a toujours besoin d'offrir son service parce que les gens veulent continuer d'aller à l'épicerie. La demande est plus ou moins inélastique. Quel est le résultat? Il faut que tu achètes des machines. Mais les Streliski, des Émilie Nicolas de ce monde qui défendent des augmentations de plein de mesures où est-ce que l'État intervient davantage, qui augmente le coût du travail, bien, le résultat, c'est que l'entreprise va éliminer des emplois de cette manière-là. Et donc, si tu veux te plaindre, prends un miroir, mets-le devant ta face, puis regarde comme faut la personne à qui tu parles. Ah, puis il y a toutes Mais le sortes de robot du règlements Walmart, débiles. Là. Il y a toutes sortes de règlements débiles qui existent aussi. Genre, passer telle heure, l'épicerie n'a pas le droit d'avoir plus que tant de commis, puis ce fait que là, genre t'as de des Ouais, commis ça patente-là. habillés en aussi. civil. Là. Oui, mais il y a Ah ouais, aussi. Ben écoute,
Chris, il y a le rapport du Bureau de la concurrence qui est sorti la semaine passée, qui, pour moi, est une des agences gouvernementales. Je pense que c'est la première que j'abolirais. Ou bien je lui donnerais la mission, je suis vraiment impopulaire là-dessus parmi les économistes, ou bien je lui donnerais la mission d'étudier toutes les barrières à la concurrence, incluant celles que le gouvernement lui-même crée. Au Québec, pour devenir épicier, là, ça, c'est, l'Institut, moi, on a pensé faire une note là-dessus, mais ça devenait tellement technique. Si tu veux devenir épicier, tu as besoin d'un permis d'épicier. OK? Oui. Naturellement, ça fait du sens, parce que il y a des inspections de santé. L'attaque, Tu puis peux... tout, là. Mais par contre, voici ce qui se passe. Tu as des restrictions sur c'est quoi la valeur de ton étalage. Tu as des restrictions sur ce que tu peux vendre. Tu as des restrictions sur comment tes étalages doivent être arrangés. Par contre, si tu veux un type, si tu as un restaurant qui veut, par exemple, offrir un service joint d'épicier et de restauration, tu as besoin de deux permis différents. Le permis n'est pas un permis que tu achètes une fois avec un one-off payment, tu l'achètes chaque année. Et donc, les coûts, à peu près par année, si tu décides d'être une petite épicerie, par exemple, si tu as un restaurant qui va offrir un service d'épicier, il faut que non seulement la valeur de ton inventaire soit, je pense, 50 000 et plus, dans C'est une certaines barrière à catégories, l'entrée, ça. c'est une barrière à l'entrée, et que ça OK, doit être fait un... que là, Il y a même un nombre d'éventails de produits que tu as besoin. Tu peux pas juste, genre, je peux pas juste mettre 50 000 de saucisses, mettons, dans mon étalage. Là, si OK, je veux fait que vendre de l'alcool, mais j'ai le besoin d'un classique, permis additionnel. juste pour que on sache de quoi on parle, le classique de ça étant, mettons, le petit resto asiatique avec l'épicerie qui est joint à côté. Là. On connaît un peu ce genre de modèle-là. Là. Puis là, tu rentres, tu as quelques tables, tu as un restaurant, puis de l'autre bord, tu traverses une porte, puis là, ils vendent du riz, des algues pour faire des sushis, puis ce genre de trucs-là. Là. Tu as ça aussi dans les trucs. Deux permis. Donc, deux permis différents pour ces trucs-là. Le permis du restaurant, le permis du truc. Et là, en plus, lui, il ne peut pas juste vendre du riz l'autre bord puis des trucs de sushi. Il faut qu'il y ait aussi Du lait, puis du pain. ouais, du lait, du pain, des affaires de même Des parce que restrictions de catégorie. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi les catégories, mais il y a des restrictions de catégorie. Je ne peux pas juste mettre 50 000 de saucisses, mettons, ou de steak. Ça serait probablement ce que moi je ferais si j'avais un restaurant. Il y aurait des steaks que tu peux manger cuits et des steaks que je vais te vendre. c'est Pas qui cuits. pense à ces débilités-là? Là? Ben, écoute, je te dirais que la première personne qui aime ça, Oui. c'est les grandes chaînes comme Loblaws, parce que ce qui se passe, c'est que tu n'as plus de compétition, tu segmentes le marché. Alors, ce qui se passe, c'est que avant, ce que tu aurais eu, imagine sans ces permis-là, tu aurais eu un plus grand degré de fusion entre le marché de la restauration et le marché, par exemple, des épiciers, ou le marché, par exemple, une charcuterie pourrait facilement faire genre partager une enceinte avec une fromagerie. Donc, les deux Ben offrent deux oui. services en même temps. Et ils te vendent non seulement, ils te vendent des sandwichs. Donc, tu peux manger, tu achètes un sandwich, disons, un hot dog particulier ou un sous-marin. Donc, puis en même temps, ils te font une épicerie fine à côté. Tu peux pas Ouais, avoir ouais. ça. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu forces les deux marchés à être séparés. Quand tu empêches deux marchés d'être séparés, le marché n'est pas assez large pour soutenir autant de compétition qu'il y aurait autrement. Donc, tu as moins de firmes. Donc, le résultat est que euh, quand tu te plains qu'il n'y a pas assez de compétition, ben, probablement que l'État a contribué Mais à c'est tout le temps réduire Mais, ça, cette Vincent. compétition. mais je veux juste dire de quoi c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Je ne sais pas si les gens l'ont noté, là, mais en général, ça c'est mon expérience personnelle, mais en général, les gens qui sont très pro-réglementation, que j'ai croisés, leur principal argument, c'est toujours l'idée que ces règlements-là sont pour protéger les petits joueurs Au qui se contraire. feraient manger par les gros joueurs. C'est pour ça qu'il y a un prix plancher sur la bière, pour empêcher les guerres de prix, puis ces trucs-là. Tout ce que tu dis, c'est qu'il y a une foulée de règlements qu'on a qui, en fait, font l'affaire des grosses chaînes et des grosses entreprises parce que justement, ça limite la compétition que pourraient leur faire dans un secteur donné des petits joueurs que eux arriveraient, mettons, avec leur. Bon, on va prendre le classique de ce que tu as dit. Ils arrivent avec l'autre bord, ils ont une genre d'épicerie, mais c'est rien que des saucisses puis du steak. Mais comme ils font juste ça en Ça, très c'est mon grosse épicerie. quantité, ben, ils ont des super bons prix sur leurs saucisses, mettons, puis ça fait chier, je sais pas, les Super C ou whatever, la place de Regarde, ce monde. l'épisode récent qui est arrivé avec Airbnb, je n'ai parlé souvent ce qui nous est arrivé. Puis la conclusion du phénomène Airbnb présentement, c'est que si l'unité d'habitation que tu achètes pour faire du Airbnb avec, tu n'es pas capable de la louer 20-25 semaines par année minimum, ça vaut pas la peine d'aller faire ça.
Parce que si présentement, là, avec les nouveaux règlements, là, si présentement tu veux faire du Airbnb avec une unité secondaire que tu possèdes, tu veux juste faire louer ça 6 ou 7 semaines, ben, la réalité, c'est que tu dois payer un permis à la CITQ, quelqu'un qui va venir te mettre des tétoiles sur ton unité d'habitation. Tu dois augmenter ton assurance responsabilité civile sur ton assurance. Fait qu'une hausse de prime d'assurance de ce côté-là, je pense que c'est 2 millions de responsabilités civiles que la CITQ va exiger. Et les municipalités vont te spotter sur la liste de la CITQ, vont dire que maintenant tu es un commerce et ils vont passer le taux de taxation résidentielle à commercial, qui nous autres, à Métabetchouan, était une hausse de 75 des taxes municipales, sans aucun service de plus. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, tu dis, ben écoute, si c'est pour le louer 6 ou 7 semaines par année, go fuck yourself, je vais fermer la Oui, shop. je ne deviendrai pas une succursale du gouvernement pour y ramener du cash, là. Fait que tu te mets dans une situation où est-ce que toutes sortes de petits joueurs potentiels qui pourraient gravir le premier échelon de la location de court terme, finalement, ne touchent jamais au premier échelon, ni au deuxième, ni au troisième. Tu sais, parce que mettez-vous dans la situation d'un entrepreneur. Tu vois quelque chose qui est vraiment intéressant avec ça comme setup. Tu t'achètes ta première unité, tu rentabilises ta première unité, après ça te donne le goût, tu décides d'en acheter une deuxième, une troisième, puis tu construis ton petit empire avec ça. En empêchant toutes sortes de gens de goûter, dans le fond, à l'immobilier de cette façon-là, ben, tu viens de scraper plusieurs investisseurs immobiliers potentiels dans le futur également. Mais ça, on peut jamais en parler parce que c'est tout du spéculatif hypothétique. Parce que quand tu arrives pour dire, parce que notre cerveau puis la population, les autres sont juste capables d'avoir des anecdotes. C'est pour ça que les articles de journaux sont écrits sous forme d'anecdotes généralement. Parce que notre cerveau est mal fait. Mais la réalité, la conséquence à long terme de cette surréglementation-là, surréglementation exigée par les lobbies qui mangent dans la main du gouvernement comme c'est pas possible, ou que le gouvernement leur mange dans la main plutôt, ben, tu es dans une position où ce que tu te rends compte que même si tu arrives et tu essaies d'expliquer à la population, ouais, mais il y a toutes sortes d'entrepreneurs qui aujourd'hui ne sont pas entrepreneurs parce qu'il y avait trop de réglementation, mais qui pourraient être compétitifs, qui pourraient amener ça. Ils disent, ben ouais, qui ça? As-tu un exemple? Non, je n'ai pas. Il n'existe pas, cet entrepreneur-là, justement. Il n'a jamais pris la décision de En gravir le fait, premier échelon. on en a des exemples qu'on peut faire, hein. On a des méthodes en économie qui nous permettent d'imaginer des contrefactuels. Puis il y en a un que j'aime particulièrement. Puis celui-là, c'est probablement le plus conservateur des estimés. C'est un article dans le Journal of Economic Growth. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le nombre de pages dans ce qui serait l'équivalent américain de la Gazette du Québec, donc la Gazette réglementaire. Et ce qu'il a regardé, c'est que si, disons, le nombre de pages en 1948 était resté le même entre 1948 et 2007, à quel point le revenu par personne aux États-Unis serait plus élevé. Le résultat, 69%. Ouais. Mais c'est parce qu'on a des manières de le voir, parce que lui, je pense que ce qu'il avait réussi à faire, c'est que tu avais les variances par État, Mm. puis tu savais le nombre de pages dans un register d'État. Non, ouais, ouais, je Donc, comprends. tu pouvais isoler l'effet d'une page additionnelle de réglementation. Ça ne veut pas dire que toutes les pages sont équivalentes, mais Ouais. en moyenne, puis En il y a d'autres moyenne, sur manières de autant tester. d'années, ton truc finit par fonctionner, hein. C'est là que tu te rends compte, c'est là que le gouvernement puis les politiciens ont vraiment beau jeu dans toute l'histoire. C'est que dans les 100 dernières années, on a tellement eu des gains de productivité importants que peu importe les esti de niaiseries auxquelles ils pensaient pour venir scraper cette productivité-là, on continuait à avancer. On continuait à avoir de la croissance économique. On continuait à performer. On continuait à innover, malgré eux. Puis ces astis-là, ils ont l'audace de dire, hey, grâce à telle subvention, regardez qu'est-ce qu'on fait pour le Québec. On investit pour vous, les amis. Lion électrique. Excusez. J'avais un chat dans la gorge. Ah, Non, mais c'est ça pareil. C'est que même s'ils font de la merde avec les affaires, même s'ils nuisent à la croissance économique, tu dis, hey, tu dis à quelqu'un, imagine-toi s'il était moins épais puis il faisait moins de règlements, on serait 69% plus riche aujourd'hui. La réponse que tout le monde va avoir toute faite, c'est de dire, voyons, tabarouette, il y a de la croissance économique à tous les ans. Le gouvernement doit bien faire quelque chose de bien. ouais, Tu mais sais, en c'est fait, c'est capoté, comme. là. La réponse, non, ça veut dire à quel point vous êtes bon de réussir en dépit de ces barrières-là. Mais la réalité aussi, c'est que sur les trucs réglementaires, parce qu'on parlait pour revenir, on parlait de Léa Streliski qui décide de chialer après les Mhm. épiceries. Ben,
tu aurais probablement plus de services humains si tu permettais aux gens d'essayer de l'entrepreneuriat, d'essayer des nouvelles choses. Tu arrêtais d'avoir plein de coûts à l'embauche Et pour elle des aurait toutes employés. sortes de petites épiceries fines pour aller magasiner avec son petit doigt dans les Oui, airs. Est-ce qu'elle serait contente? oui, puis non seulement ça, mais il y a une chose qu'on oublie. Puis ça, c'est un. Je ne sais pas combien de temps on a, là, mais je vais essayer de le faire le plus court possible. Des fois, il y a des réglementations qui ont pour effet de réduire les prix, mais de réduire aussi la qualité des choses pour les Hum. consommateurs. Parce Et que des fois, l'inflation. oui, mais pas par la qualité du service en soi, mais par la diversité du service. Parce que imagine que, OK, l'exemple, puis les heures d'épicerie, c'est le meilleur exemple. Si tu dis on ne peut pas vendre après ces heures-là, donc il y a des Sunday laws ou des choses comme ça, toutes les épiceries ne peuvent que se faire compétition sur les prix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les dépanneurs vont vendre le lait à peu près au même prix qu'une épicerie va vendre le lait. Donc, si tu forces des heures où tu ne peux pas vendre la nourriture, le résultat, c'est que les gens, la seule marge de concurrence qui existe entre les firmes, c'est sur les prix. Si tu déréglementes les heures de commerce, il y a des commerces qui vont vendre plus bas, mais qui vont offrir moins de services. Donc, ils vont être ouverts seulement de midi à 3 heures. J'exagère, là, mais pour simplifier. Mais comme ils vendent moins longtemps, ils ont moins de coûts, donc les prix sont plus bas. Alors que tu as des firmes qu'eux, ils vont runner toute la journée, donc le capital va se déprécier plus vite. Le travailleur a besoin de salaire plus élevé pour travailler de nuit que de jour. Donc là, ce que tu as, c'est que tu as des coûts plus élevés et donc probablement des prix plus élevés. Mais quand ce que tu vas regarder, le prix moyen pourrait augmenter, mais ce que tu vas voir, c'est qu'il va y avoir des prix qui vont augmenter dans certains types de services, d'autres qui vont baisser dans certains types de services. Léa Streliski, les mesures généralement qu'ils défendent, c'est que ça fait en sorte que le service est plus uniforme. Donc, OK, d'accord, on a des prix plus bas pour le même type de service, mais ceux qui seraient prêts à payer plus cher pour aller à l'épicerie à 3 heures le matin, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette option-là Ouais. disponible Puis la en réalité, c'est qu'il y raison a de de la l'hypocrisie réglementation. là-dedans. De la grosse hypocrisie là-dedans. Parce qu'elle, ce qu'elle dit, là, c'est moi, les places qui remplacent les employés par des caisses automatiques, je respecte pas ça. Christy, elle va toujours bien magasiner là pareil. Hey, la belle, si tu veux avoir des employés et un service humain, accepte donc de payer plus cher puis lâche le Walmart. Oui, T'as mais pas la d'affaires raison, au Walmart. oui, mais la raison, c'est que ceux qui voudraient faire compétition sur une marge différente que Walmart, les coûts d'entrée sont tellement élevés par réglementation que cette offre de service-là n'est pas disponible. Donc, tu n'as pas la diversification. Ce qu'elle veut, c'est un service qui a plus de diversité à toute fin pratique, qui ait plus d'options différentes sur le marché. Mais quand tu mets des barrières à l'entrée sur des plus petits joueurs qui ont des économies de concentration, donc ce qu'on appelle des Ouais, ouais. scope economies, qui se concentrent tellement dans un truc que c'est moins cher pour eux, mais ils ne peuvent pas grossir. Donc, tu sais, la petite épicerie fine, elle ne peut pas devenir Walmart. Elle doit rester plus ou moins petite avec le On même peut-tu se dire volume. la vérité, Vincent, entre toi et moi? Je comprends ta théorie, là. Elle n'est jamais allée au Walmart de sa vie. Ah non, moi, je suis sûr qu'elle est allée. C'est justement Oh ça. non, moi, je pense Ah qu'elle n'y non, a pas été. je suis sûr que. Non, non, Elle non, est non. par-dessus le petit peuple, elle, là. Écoute, généralement, là, Ben, check le mépris qu'il y avait quand Martin Matt faisait, puis je ne sais plus s'il le fait encore, mais les pubs pour le Maxi. ben Il y oui, avait, il y avait, Maxi, ben oui, mais il y avait, je me souviens plus c'est qui, je ne sais pas si c'était Olivier Niquette ou peu importe, là, mais bref, Wagner. distribution-là C'était qui était, Wagner. C'était Guillaume ouais, Wagner. là, il était comme, genre, en tout cas, moi, jamais je vais m'abaisser à faire des pubs de fruits pourris pour, euh, pour le Maxi. Puis tout. Puis là, tu sais, lui, dans sa tête, les gens qui vont dans des épiceries, tu sais, ben, plus, de gamme, entre guillemets, moins élevée, ben, c'est tout du monde. Tu sais, ça, c'est le petit peuple, les déplorables qui vont chercher des fruits poqués. Puis tout. Moi, je vais Mais c'est tellement pas ça. En plus, hein, les gens qui font leur épicerie au Maxi, j'en suis, ils aiment c'est juste deux pas types ça de se faire se personnes. fourrer. T'as deux types de personnes. T'as effectivement les gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés financières et t'as Les les familles. cheap, un peu à la Jeff Fillion. Puis t'as le monde qui ont fini par réaliser. Donc, Chris, c'est les mêmes astis de légumes qu'au IGA, mais deux fois moins cher. T'as les Tu sais, à un familles moment aussi. donné, là. T'as aussi les familles. Je veux dire, je Ben oui. m'excuse, mais quand tu veux acheter en gros, Maxi est effectivement beaucoup plus cheap. Puis je m'excuse, mais si je suis tout seul, puis la quantité de légumes que j'achèterais normalement tout seul, ben, la plus grande partie, je la perdrais. Fait que, tu sais, je veux dire, des aliments frais, c'est correct pour moi de les acheter
quand j'ai 2 enfants à nourrir, de les acheter quand il y a un jour avant. Parce que la minute que je mets le brocoli sur la table, puis je le fais, parce que moi, je donne pas ça bouillir à mes enfants, contrairement à ce que vous avez vécu. Moi, j'ai grandi dans la grande classe alimentaire. Mes parents faisaient effectivement le brocoli à la poêle avec du sel. Il y avait, Wow, de l'huile. de l'huile, c'était crispy. Des fois, ma mère, elle mettait des bouts de bacon dedans. Là. Ça, c'était le fun. Là. Ça, là, je capotais. Moi, écoute, j'aimais les choux de Bruxelles quand j'étais petit parce qu'on les faisait sur le barbecue avec du. Ma mère mettait du beurre entre eux. Ben oui, ben oui. Puis elle les mettait sur le grill. Puis sur le grill, ils étaient tous charred. C'était Ben bon. oui, ben Elle oui. mettait des bacon bits avec ça. C'était excellent. Donc, moi, j'ai bien grandi. Mon enfance était excellente. Donc, je n'ai pas été maltraité de manière alimentaire. Et le résultat est que quand je les fais bien, je sais que ça va partir vite, puis que la date n'est pas particulièrement importante. Mais donc, dans ce cas-là, le prix plus bas est avantageux pour moi. Je n'aurai pas Ben de oui. spoliage de la qualité d'alimentation. Puis c'est ça que j'essaie de dire. Tu sais, Yann, il dit qu'il n'a jamais été chez Walmart. Probablement qu'elle n'a jamais été chez Walmart. Je ne suis pas sûr de ça, là, mais l'idée, c'est que si tu enlèves des barrières à la compétition, tu vas avoir des catégories de services différents, de la Mhm. différenciation entre les firmes, de telle sorte que tu n'auras pas juste de la concurrence sur les prix, tu vas avoir des concurrences sur le gradient de qualité du bien. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont aller acheter en vrac, il y aura moins d'emballage. Il y a des gens qui vont acheter des choses qui sont plus proches de la date de péremption parce que ils font des types d'alimentation que c'est pas important si le fruit est beau ou s'il est propre, dans le sens que pas propre, mais tu sais, qu'il n'y a pas de déformé ou que. Parce que je vais le mettre en compote, puis je vais mieux les compotes qu'autre chose. Donc, je vais aller à telle place de service. Moi, je vais acheter à 3 heures le matin, donc ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher pour que ça soit, comme on dit en anglais, convenient, je sais pas c'est quoi, Pratique. Ouais, puis pratique pour moi. Pratique. oh, et puis de toute Pratico-pratique. façon, la plupart de ces endroits-là, c'est pour des raisons de. C'est la même affaire dans les quincailleries ou dans d'autres endroits. C'est que tu as des places où les prix sont un peu moins élevés. Par contre, ça vient aussi avec un service. Tu sais, si tu aimes te servir toi-même, puis tu aimes faire les choses toi-même, tu sais, dans les épiceries, c'est par exemple, dans tout ce qui est épicerie de moins haut de gamme, ben, tu n'as pas quelqu'un qui te tranche des. Tu n'as pas une place où quelqu'un est payé pour trancher du jambon pour te faire des petits paquets. Tu prends le paquet de jambon déjà emballé dans le comptoir. Mais si toi, tu t'en fous de ne pas te faire couper le jambon, c'est pas un problème pour toi. Tu vas le prendre moins cher, Ah, moi, mon déjà jambon, je coupé. l'aime mince. Je Ben, l'aime. c'est ça. Mais quand tu vas Ouais, dans mais quand tu vas ça, c'est dans un truc. certaines quincailleries, ben, ça coûte moins cher, mais il faut que tu t'arranges toi-même. Tu trouves toi-même le produit que tu veux, puis il n'y a pas un monsieur qui est là pour te conseiller sur les types de peinture à prendre, puis tout. Il y a juste des cannes de peinture dans le comptoir. C'est Et ça, au là. Canadien Oui, Tire, tu joues à un jeu qui est Je cherche un employé. Tu sais, ouais, c'est tout le mais temps le fun, justement, ça, ce tu jeu-là. remarqueras que chez Canadian Tire, ceux qui vont acheter chez Canadian Tire ou Lowe's ici aux États-Unis, c'est généralement des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, puis ils sont super techniques, puis ils savent exactement ce qu'ils veulent. C'est ça. Ceux qui vont dans la petite quincaillerie, c'est des gens comme moi qui n'ont aucun talent pratique. Et donc, ils sont là. C'est quoi, Tu nous c'est quoi, bullshit, là. La dernière fois que t'es rentré d'une quincaillerie, c'est v'là 10 ans. C'est sûr, man. je te mens pas, je suis maintenant membre de. Parce qu'ici, il y a moins de réglementation sur ce que les quincailleries peuvent vendre. Et donc, je suis membre de ma quincaillerie AC Hardware parce qu'ils vendent des barbecues incroyables là-bas. Mais puis là, des fois, j'y vais juste pour regarder les barbecues. C'est pas une joke, là. J'y vais avec mes enfants, tu sais, je veux dire, je vais acheter des batteries ou des choses comme ça. J'y vais, mais je regarde, en fait, quand ma blonde va avoir passé le barreau, parce qu'elle va passer le barreau de Washington, D.C., je m'en vais m'acheter un griddle. J'en ai trouvé un là, que je regarde, là, puis il est beau, il est beau. C'est un beau griddle. Puis l'affaire, c'est que tu peux enlever la plaque, puis en dessous, tu vas avoir des éléments normaux. Puis là, ça, tu peux mettre la plaque par-dessus. Là, je regardais ça, j'étais comme, aïe, aïe, ça, c'est au gaz en plus. Là. C'est parfait. Un griddle au gaz, mais qui peut faire aussi un barbecue. Là, je suis comme, je capote. Fait que, oui, je suis membre d'une quincaillerie et Moi, j'y je vais t'imagine. fréquemment. Moi, je t'imagine arriver genre dans la quincaillerie avec ta glacière, t'ouvres le truc, puis là, t'installes tes steaks dans le magasin. OK, je suis capable d'en rentrer quatre, il est parfait. On remet les steaks dans le. Mais sais-tu comment ce qu'ils m'ont eu? C'est qu'à un moment donné, ils font dans le stationnement de la place parce que ça leur appartient. Ils ont fait une démonstration. Fait qu'ils mettaient des burgers dans la place. Tu peux acheter le burger pour 1 pièce. Puis je pouvais voir le burger, puis ils t'offraient aussi de jouer avec le barbecue. Fait que moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit à ma blonde, tu peux ramener les enfants à la maison. Je vais prendre une demi-heure ici, puis je vais choisir un barbecue. J'en ai choisi un. J'attends la fin du mois pour aller me le chercher. Parce que là, on a eu un paquet de petits accidents financiers, parce que le barreau coûte particulièrement cher, puis on a eu un accident d'auto. Fait que j'attends un petit peu pour faire cette dépense-là.
mais c'est dans mes plans. Donc, je vais souvent dans une quincaillerie parce que j'ai maintenant une expérience incroyable. Mais maintenant, tout ça pour dire que ici, il y a une des choses intéressantes, c'est qu'ils Le n'avaient gars, pas sa besoin. vie tourne autour du steak. C'est pas des crises d'affaires, c'est pareil. C'était pas un steak, c'était un burger là, que j'ai eu. C'était pas un steak. Ah, ben, Il y a plus de diversité dans ma diète que ça. Là. Euh, mais en fait, par contre, ma diète tourne largement autour de faire des choses sur le barbecue. Je mange énormément de légumes, mais j'haïs des légumes bouillis, des légumes qui sont charged sur le barbecue. Là. Tu sais, tu mets mais un Chris, poivron. qui aime ça, des légumes bouillis? Je veux dire, c'est quasiment un crime contre l'humanité, servir ça. Là. Ben écoute, c'est pour ça que les CHSLD devraient être privatisés, puis que je devrais être propriétaire, parce que toutes les CHSLD offriraient maintenant des brochettes de légumes sur le barbecue. D'ailleurs, soit dit en passant, une canne de propane qui fait des légumes sur le grill, c'est moins cher que des faire bouillir. Je ne vais pas être plate, là. Ben oui. Fait que, puis c'est bien meilleur. Tu mets un petit peu de Oui, sel, un petit peu c'est d'huile vraiment d'olive, c'est meilleur. excellent. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait un point à ça, c'est que la quincaillerie, elle n'avait pas besoin. Puis j'ai parlé avec le gars, parce que je suis devenu un peu ami avec le propriétaire. Il n'y a pas besoin de réglementation. Ferme également le nombre de barbecue. Il n'y avait pas besoin. Ben, C'est un soap, je cette histoire-là. Ah ouais, mais La prochaine fois bon. que tu y vas, il faut que tu te mettes une GoPro sur la tête. On va faire un genre de vlog avec ça. Ah non, mais ma blonde, elle savait qu'il fallait qu'elle me laisse là, quand j'ai vu qu'il faisait la démonstration dans le stationnement. Mais le gars, ce qu'il disait, c'est que j'ai demandé, as-tu besoin d'un permis pour vendre de la bouffe comme ça, tu sais, de me montrer les barbecues puis de faire des démonstrations comme ça dans le stationnement? Il dit non. J'ai juste C'est quoi ouvert ça. le pire qu'il a fait? Il a dû te demander. Burger, là, Monsieur Geloso. Voulez-vous saignant ou médium? Il ne peut même pas faire le bien cuit, je suis sûr. Non, 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 non. Moi, je. Hey, c'est quoi qui s'est passé au Québec, sérieusement, pour qu'on mange notre steak haché comme ça? Ah, ici, il y a dû avoir une histoire d'empoisonnement alimentaire qui a fait le Oh, ouais, c'est journal des une années année. 90, je me rappelle, Parce la que, maladie du hamburger, là. non, non, mais pas juste l'hamburger. Quand j'étais petit, tout ce qu'on mangeait était cuit bord en bord. Le porc, le poulet, le bœuf, les légumes, tout est cuit bord en bord. Puis les gens âgés, là, ils le savent. Là. Si vous côtoyez des gens qui sont plus vieux un peu, là, ils détestent tout le steak saignant pour la majorité. Là. Je dis Yep. tout, mais la majorité, ils mangent tout du steak smell de botte. Là, t'es Non. comme, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont été élevés de même. Je sais pas pourquoi. Les gens étaient hantés par le fait d'être empoisonnés par la nourriture. Les chops de porc pliés comme un ballonné trop cuit. Oui, mais attends, Les, attends, attends. Il y a une explication économique à ça très simple. Un, quand tu regardes ce que les gens mangent en fonction de leur niveau de revenu, c'est incroyable comment les diètes changent rapidement. C'est pas que tu regardes le Quand nombre on de était jeune, dans le fond, la viande n'était pas aussi fraîche qu'aujourd'hui, autrement dit. Ben, il y a plusieurs raisons. Un, c'est parce que des fois, les préférences des gens prennent du temps à s'actualiser. Donc, tu sais, ton revenu a augmenté, mais tu as encore dans ta tête les biens du passé, puis tu ne t'imagines pas que tu peux t'en acheter des nouveaux types parce que tu n'as pas imaginé les options, mais une fois découverts, tu les adoptes. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là qui est un peu plus Ouais, j'avoue, tu compliqué. sais, ça, tu sais, Mais, mettons, mais moi, il y a- tu me parles de sushi dans les années 90, je fais des sushis, ouais! Puis à cette heure, Christy, tu vas dans les fêtes d'enfants, puis les flots mangent des sushis, là. mais moi, voilà. j'ai pas connu ça, là, mais peut-être vous autres, vous l'avez connu, là, mais quand il y a eu une mode à un moment donné vraiment du micro-ondes, la cuisine au micro-ondes, et il y avait des livres de recettes de bouffe au micro-ondes, et j'ai des amis qui me racontent que leur mère leur faisait cuire des steaks dans le micro-ondes Ah! et leur Ah! servait ça. Non! Non, non, dis pas des choses comme ça, Ah ça oui, me puis il y fait avait un vrai pleurer. livre style de recettes, là, genre steak au micro-ondes avec petites Non, patates puis tout. non, non, Là. arrête, 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 arrête. Non, 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 non. Il y a des limites à ce que je peux tolérer. Je peux lire des commentaires de Léa Streliski. Je peux lire un texte d'Émilie Nicolas dans Le Devoir, mais je ne peux pas entendre ça. OK? Il y a des limites à la torture qu'on peut infliger à un être humain. Tu ne me diras pas qu'on fait cuire un steak dans un micro-ondes. Ça suffit, Frank. Ça se fait pas. Ben, imagine, toi, tu l'entends, il y a quelqu'un qui a dû le manger. Écoute, Oh. mais l'idée, c'est que souvent, tu as des habitudes alimentaires qui sont un relégat, un résultat antique d'anciennes préférences qui étaient formées en fonction de ton revenu dans le temps.
Ouais. Aussi, il y a peut-être des affaires comme, je pense, la qualité de la viande a dramatiquement augmenté. Ouais. Tu sais, je veux dire, de la semelle de botte qui était de botte pour commencer en termes de coupe que tu le mangeais saignant ou que tu le mangeais bien cuit, la différence était mineure. Alors qu'aujourd'hui, le filet mignon est beaucoup plus cheap qu'il était dans le passé. Mais aussi, là, tu regardes, je suis sûr que si on prenait une photo, disons, d'un Steinberg, c'était-tu ça, Steinberg au Québec, là, dans le Ouais. Ouais, temps? c'était Dans le temps Steinberg. que nos parents. C'est Steinberg dans le temps que nos parents grandissaient. Je n'ai Je suis sûr que jamais vu, mais on m'en a parlé. si on allait on avait une photo de l'épicerie, de l'étalage des viandes, puis qu'on pouvait voir les types de viande qu'il y avait relativement, Ouais, on disons, l'aurait fait cuire bord en bord, nous autres aussi, genre. probable. Ben, Ben, de peut-être la pas petite autant. steakette attendrie mécaniquement avec, tu sais, que tu vois les coups de marteau dessus, là. Ah, Ah non, c'était pas attendri mécaniquement. Moi, ma Ben, mère achetait la version manuellement non plutôt, là. attendrie. Ouais. On vidait les bouteilles de bière à mon père. On les rinçait à l'eau. Là, c'est le steak avec la bouteille de bière. Il venait un peu tendre. Ça, ouais, c'est. c'est que je souffre présentement. Je pense honnêtement, là, ce podcast-là, là, je pense que je suis la victime du jour. Lui, il est comme dans sa tête avec ses tomahawks sur son futur barbecue. Nous autres, on est comme, il y a un steak dans le micro-ondes. Moi, Ah. là, je pense honnêtement, là, je suis triggered comme faux. Écoute, je Mais tout pense que ça pour dire que toute je cette pense que je vais quitter diversité-là. Twitter à cause de ça, là. Ouais, c'est ça, ouais. J'allais sur Mais, Threads. Ouais, je vais ouais, aller c'est sur. ça. Je vais quitter, mais je vais peut-être aussi rester, s'il vous C'est plaît. la faute aux Euh, pirates. Je ne Ouais, l'utilise qu'à des fins professionnelles. ouais, c'est ça. J'espérais Honnêtement, engager une discussion respectueuse, mais. honnêtement, si Jeff Fillion me dit, Faites cuire vos steaks dans le micro-ondes, ma gang de pas propres. si Jeff me dit qu'il fait cuire son steak dans le micro-ondes, plus jamais je vais y parler. Non, t'es correct. OK, Non, je good. Je pense voulais pas. juste être sûr. Je pense que ça va être je pense que je suis prête. Tu sais, j'ai déjà dit que j'avais des règles avec qui je voulais pas discuter. Si tu défends la violence, si tu as fait des actes de violence, tu n'es pas légitime, à mon opinion. Maintenant, j'ajoute un troisième critère. Si tu fais cuire ton steak dans le micro-ondes, je te parle pas. Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. C'est un critère inacceptable. C'est un critère d'exclusion sociale. Hey, Tu mais fais pas parlons-en cuire un ton peu des steak dans le steaks. micro-ondes. Est-ce que c'est. Bon, premièrement, c'est probablement vrai là, que manger des calories via la viande animale nécessite plus de terres agricoles que des calories végétales. Ça, je pense, c'est assez indéniable. Mais Christy, est-ce que ça nuit tant que ça au sort de la planète ou c'est un peu fake Quand news, même. cette affaire-là? Non, quand même, il faut quand même souligner que les émissions de gaz à effet de serre sont vraiment élevées de la production animale. Mais ce qu'on oublie tout le temps de souligner, c'est que probablement que l'être humain mangerait moins de viande si on ne subventionnait pas l'agriculture. Parce que quand tu regardes, on a les données de l'OCDE. L'OCDE produit ce qu'on appelle le Producer Support Estimates, qui sont des estimés d'à quel point l'État encourage la production de ce bien-là, de ce service-là, par type de produit. Généralement, les moins subventionnés sont le blé, l'avoine, le sarrasin, la patate, alors que les plus subventionnés sont généralement le porc, Le la lait. production bovine. Et dans les moins subventionnés parmi les animaux, soit du temps passant, c'est la production caprine, donc tout ce qui est avec les chèvres, OK. et la production de poulet, donc On dirait que aviaire. je me fais dire que le système qui, au Québec, pour le poulet, c'est. Moi, ce qu'on me dit en agriculture, là, si tu veux voir les vrais riches, là, va dans le poulet. Les gars sont riches en sacrement, ils sont pas beaucoup, puis ils font de l'argent comme c'est pas possible. Mais on est une des Gestion de seules l'offre. places dans le monde à faire ça, je pense. Gestion de l'offre. Gestion de l'offre au Mais, niveau du poulet. mais les subventions qui vont surtout au porc. Le porc est particulièrement subventionné et c'est celui qui est. En fait, je vais revenir à ça après, là, mais tu regardes tous les types d'animaux. Le poulet, c'est celui qui génère le moins de gaz à effet de serre par, par tonne de viande, ajusté pour les calories, donc calorie adjusted kilograms. Puis c'est souvent Euh, une viande en plus qui, au niveau diététique, est quand même saine, là, on va se le dire, hein. ben, imagine maintenant qu'on enlevait toutes les subventions, on fait un monde contrefactuel, qu'est-ce qui se passerait sur les prix? Le prix du porc augmenterait beaucoup. Le prix du poulet augmenterait un peu moins. Le prix
puis tu enlevais même ça sur les. Parce qu'il y en a quand même à les productions céréalières. Le prix des productions céréalières augmenterait euh, encore un petit peu moins que le poulet. Mais le résultat, c'est que maintenant, ce que tu as changé, parce que ça, c'est la partie que les gens ne comprennent pas. En économie, le prix d'une affaire n'est pas particulièrement important, c'est le prix relativement aux autres biens. Au Donc, substitut. si tous les prix augmentent, donc le salaire double, tous les prix doublent, tu ne vas pas consommer plus. Point barre. Mais si tu changes les prix entre les biens, là, les gens vont se déplacer. Donc, tu vas avoir moins de porc qui va être consommé, plus de poulet. Donc, peut-être qu'au final, il va y avoir moins de poulet et moins de porc, mais quelques consommateurs de porc vont avoir acheté un petit peu plus de poulet. Donc, tu vas avoir une baisse moins importante du poulet ou peut-être même une petite augmentation, mais tu vas avoir une augmentation, c'est très clair, de la consommation céréalière, ou peut-être que même au net, ce que tu vas avoir, c'est que les gens vont manger moins de calories. Le bovin, c'est ce qui est le Donc, plus subventionné, c'est ça que tu disais, je pense? non, porcin. Porcin, Porcin. c'est de loin le plus subventionné. Plus que le bovin. Solide. Solide. OK. Dans toute l'OCDE, là. Puis au Québec, tu le vois, Mais il là. n'y a, pas une certaine hypocrisie, Vincent, quand tu arrives puis tu écoutes les politicos qui nous disent ah, les changements le climatique, puis la planète, puis le monsieur avec ses bottes de la petite sirène, il arrive, puis il verse des larmes pour sauver la planète. Puis, dans le bout de ligne, on subventionne le porcin quand même. Oh Je veux oui. dire, Oh oui, non, mais c'est pour ça que c'est une quand je grande dis. hypocrisie, cette affaire-là. Là. Oh oui, Ouais, puis écoute, rajoute à ça, moi, je vais te rajouter un autre critère. Maintenant, le but de la vie étant de vivre en ville, mais qui consomme le plus de viande et de produits de tout acabit directement au supermarché? Ce sont les gens qui vivent en ville, parce que personne en ville donne une carabine et va chasser lui-même ses orignaux pour les manger, ce que font les gens qui vivent en région au Québec pour beaucoup d'entre eux. J'y vais justement en fin de semaine. Je suis certain d'une affaire, c'est qu'on va bouffer de l'orignal qui a été chassé par mon père ou mon frère. Ces gens-là, ils achètent pas, pour beaucoup, ils n'achètent pas tant que ça de viande d'élevage à l'épicerie. Ils font de la chasse. Mais puis, ouais, si tu reprends tout le monde qui vit dans le bois ou en région, puis tu les amènes en ville vivre dans une tour à condo, je te confirme qu'ils vont changer cette habitude de vie-là pour acheter de la viande à l'épicerie. Ça en c'est fait, la réalité. Là. t'en veux-tu une autre comique? La production qui augmente le plus en termes de. Dans toutes les catégories animales, c'est la production euh, de poissons par aquaculture. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Sur Terre, on consomme une quantité un petit peu qui augmente depuis les années 90 de poissons par personne. Fruits de mer hein, aussi. Par contre, la production en haute mer n'arrête pas de baisser par tête de pipe. Parce que le saumon, on le met dans des piscines, là, présentement. Exactement. Présentement, je pense que c'est même plus de la moitié, j'oublie exactement la proportion, mais c'est plus que la moitié de toute la production de poissons consommés sur Terre est produit en aquaculture. Et l'aquaculture est encore moins subventionnée Le que pire, c'est que c'est logique de consommer par aquaculture quand tu y penses. Je veux ben, les dire, gains de productivité sont incroyables dans ce secteur-là. Là. Il y a des mais c'est articles. vu. Parce que c'est vu de manière péjorative, si je me trompe pas, de l'aquaculture versus le Oui, poisson qui est pêché en mer. Ben oui, oui, mais franchement. relativement. OK. Moi, j'achète du vrai saumon, Yann. Il est pêché à la main au nord de je ne sais plus trop quel La pays. Gaspésie. Moi, je prends pas du saumon de marde là, au Walmart ou au Costco là, Ça, c'est qui est la même emballé sous vide. Et, Ça, c'est la même personne qui, en 1990, se plaignait de l'extinction de la morue dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, s'il te plaît, je comprends, là. Mais la solution, c'est que les gens ne veulent pas arrêter de manger du poisson. C'est bon, du poisson sur le grill. C'est bon. Ça goûte excellent. Yann est tanné de m'entendre parler de grill. C'est excellent. Mais les gens ah veulent oui, puis continuer d'en un fish and manger. chip, ça se fait avec de la morue. Là. Tu fais pas Mais ça avec la, du poulet. Là. mais la C'est, réalité aussi, c'est que la qualité du poisson en haute mer est probablement inférieure à celui en aquaculture parce que tu peux contrôler l'environnement. Donc, tu peux le rendre plus gros, mais ouais, aussi il y ouais, a ouais. moins de chances que. Je ne sais pas si tu as déjà vu, par exemple, tu peux prendre des homards en haute mer. Quand tu prends des homards en haute mer, c'est fréquent qu'ils vont avoir, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais barnacles. Tu vas voir qu'ils ont plusieurs autres crustacés qui se sont collés dessus, Ouais, ouais, ouais. qui sont en symbiose avec. Tu vas voir aussi souvent qu'ils ont Parasite, dans le fond. des parasites, ils vont avoir des infections. Souvent, en fait, il y a des gens qui montrent des vidéos de ça sur YouTube, par exemple, qui enlèvent les parasites qui se sont imbriqués dans la Ça chair. doit être des vidéos le fun à regarder. Non, mais je veux dire,
ça existe, mais je veux dire, ça donne une idée de la qualité du produit en haute mer, alors que dans un environnement contrôlé, tu peux le rendre plus gros, tu peux contrôler sa diète, tu peux contrôler donc le goût, tu peux avoir une standardisation du produit, tu peux essayer de créer des différents standards de produits, mais de les contrôler dans ces standards-là. Tu peux aussi avoir moins de problèmes d'infection, donc moins de Pour coûts. l'environnement, ça doit être bon, Christy. Puis tu as moins de temps entre, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que quand tu le prends en haute mer, il faut que tu réussisses à rentrer au port. Tu as le temps. Après ça, de plusieurs étapes dans lesquelles des erreurs humaines peuvent être faites, alors qu'en aquaculture, la personne, il y a moins d'étapes Ça va pour dans le amener. freezer direct. Ça va dans le freezer direct, mais il y a moins d'étapes jusqu'au processing, donc tu as moins de possibilités d'erreur. Au final, je te dirais que la qualité probablement en aquaculture est supérieure. Mais l'aquaculture étant beaucoup moins subventionnée, il y a beaucoup plus d'encouragement à être innovateur, mais aussi on sauve la production en haute mer, ce qui est à peu près la même écho que je te dirais que pour le point de la production animale. C'est que l'État a fait des choses qu'on ne réalise pas à quel point si tu enlevais l'intervention de l'État, probablement que tu aurais des bénéfices environnementaux dans le sens que les gens reconsidéreraient leur consommation vers des choses qui sont moins endommageables pour l'environnement. Donc, dans le cas de mais les poissons, ça serait dans le cas de manger plus de céréales, moins de viande. Donc, tu aurais moins de diète à la Vincent Geloso qui consomme énormément de viande. Probablement que moi-même, je réduirais ma consommation de viande parce que je suis une personne rationnelle qui répond à des signaux de prix. Mais au final, tu aurais Bullshit. moins de pollution. Ma demande n'est pas parfaitement inélastique, là, don't get me wrong. Sur le steak? Ben, pas parfaitement inélastique. Tu ferais comme dans Parks and Man, Recreation, tu te là, mets quand de chum Ron avec des Swanson vendeurs il de fait un barbecue. barbecue, puis le gars il met des champignons sur le grill, puis il regarde ça, Ah, puis il est what comme is that? What the fuck is that, man? It's a vegan steak. No, that's not. This is not a steak. Quoique la meilleure scène Ah. dans cet épisode-là, c'est quand il va au restaurant à la fin, puis il dit Give me all the bacon and eggs you have. Wait, I think you might have misinterpreted me as asking, Give me a lot of bacon and egg. What I meant was, Give me all the bacon and eggs you have. Ah, c'est magique. J'adore. Mais comment Ron ça qu'il y a encore. Swanson, c'est moi. Ben oui. Mais en terminant là-dessus, là, puis on va closer après, là, mais comment ça qu'il y a encore des espèces de Malthusiens qui sont comme Hey, là, il y a trop de monde sur la Terre, bientôt on sera plus capable de les nourrir, puis tout ça. Puis quand tu regardes le papier que tu as fait, puis tu regardes les chiffres, tu es comme ben non seulement il y a de plus en plus de gens, mais on utilise de moins en moins de terre pour les nourrir. Puis là, tu viens de rajouter, on utilise de moins en moins les ressources de la mer parce qu'on fait de l'aquaculture. Et les gens ont augmenté leur rapport calorique par jour. Donc, les gens sont de plus en plus nourris. On utilise de moins en moins de ressources pour le faire, malgré qu'il y a de plus en plus de gens. Chris, Il y c'est a quoi plus d'arbres. l'histoire? Hein? La résultante, c'est qu'il y a plus d'arbres. Et la résultante de ça, c'est que la surface qui peut être réservée pour la forêt, donc pour la captation de carbone, puis toute la patente qui vient avec, elle est plus élevée. Donc, c'est quoi l'histoire là, de là, va falloir ramener la population à 2 milliards de monde, sinon on va tous mourir, puis Écoute, j'écoutais l'espèce de timbré de l'Union européenne là, qui parlait, puis elle disait Ah là, Il faut que tu sois il plus faut. précis. Ben, c'est la commissaire là, de l'Union européenne. Je me souviens plus trop de son nom. Là. C'est une madame supposément qui est genre de parti là, chrétien vert allemand. Là. En Europe, ils ont des drôles de mix politiques. Là. Un parti écolo-chrétien. Là. Puis là, elle disait là, il faut réduire là, le nombre de personnes qu'on est. Il y a trop de monde sur la Terre, puis on détruit tout. Puis là, t'es comme, mais c'est basé sur quoi vos shit? Genre, quand tu regardes les chiffres, t'es comme, mais c'est toute de la bouillie pour les chats, vos affaires. Je comprends pas. Je comprends pas Ben, pour. Tu sais, je veux dire, quand on dit Malthusien, c'est pas pour rien. C'est que ça vient du bonhomme qui s'appelait Malthus, puis lui, il était obsédé il y a plus de 200 ans de ça avec l'idée que en Angleterre, à un moment donné, au Royaume-Uni, ben, il n'y aura plus assez de terre pour le nombre d'Anglais qu'il va avoir. Résultant de ça, on va crever de faim parce que la quantité de terre arable est limitée. Puis là, ben, tu regardes, depuis ce temps-là, il y a non il n'y a plus seulement personne beaucoup. en Angleterre. Ben oui, tout le monde est mort, ça paraît évident. Puis à chaque fois que tu leur rappelles ces trucs-là, ils sont comme, ben oui, mais on s'est trompé dans le passé, mais le principe général reste vrai pareil. Là, t'es Non. comme. Ouais, mais regarde, c'est Mais- ça. Regarde, mon explication, ça serait qu'ils sont
ils sont conscients de la tendance dans le passé, mais ils pensent que c'est comme l'histoire de l'aphorisme de la dinde. La dinde, chaque jour, le fermier vient la nourrir, puis elle continue de grossir. Donc, le fermier, tout allait bien jusqu'à nouvelle date, et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'action de grâce, je ne suis pas conscient qu'éventuellement, ça va se terminer. Donc, eux, ce qu'ils se disent, c'est que peut-être qu'on est juste, À moi qui l'aube de. dis, à l'aube, on est à l'aube de, donc tout le temps, ils sont en train de penser que nous, on regarde trop en arrière, puis on est en Mais train de dire, regarde, le qui- rétroviseur est bon. Mais la réalité, c'est que pour ça, il faut que. Mais ça présume qu'ils savent que le rétroviseur dit ce qu'il dit. La réalité, c'est que Ouais, c'est souvent, ils ça. sont surpris quand on leur dit ce qu'il y a dans le rétroviseur. Non seulement ça, mais après, quand tu comprends pourquoi c'est dans le rétroviseur, puis tu comprends les mécanismes, puis qu'il n'y a pas une force divine comme un agriculteur qui va venir tuer la dinde, qu'il n'y a pas un équivalent de ça dans l'espace humain, puis tu peux peut-être des manières d'en avoir, puis je pense que l'État est une bonne manière de créer ça. Mhm. L'URSS étant mon meilleur exemple de désastre environnemental continu est ce qui nous largement manque, c'est causé. des Richard Desjardins qui chantent nos tunes. Non, mais c'est ça pareil. En bout de ligne, Richard, il nous a mis dans la tête qu'on faisait des coupes à blanc, puis tu nous dis qu'on a plus d'armes que quand il a commencé à chanter sa tune. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qui manque à un moment donné dans, pour contrer un peu ces mythes qui se créent dans la population-là. Ce qui est un peu fascinant dans tout ça, c'est ce que tu te rends compte, c'est que les débats que les pays développés ont présentement, les pays occidentaux, sont sur la réduction, puis la décroissance, puis tous ces trucs-là. Alors qu'en réalité, tu es là, tu te dis, OK, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est OK, de faire moins de gaz à effet de serre. Parfait. L'objectif, c'est d'avoir moins de pauvreté. Parfait. Quand tu regardes la tendance, en te limitant seulement aux pays développés qui ont obtenu une certaine croissance économique, tu te dis, les gains de productivité ont permis de sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Les gains de productivité, l'innovation a permis de réduire beaucoup les gaz à effet de serre. Et présentement, la raison pourquoi au niveau global, les gaz à effet de serre augmentent, la pauvreté, elle n'augmente pas, là, mais les gaz à effet de serre augmentent, c'est que plusieurs autres pays en voie de développement Qui font sont en leur train de se rattrapage. développer, sont en train de faire un rattrapage et vont arriver au point où est-ce qu'on est aujourd'hui dans quelques années, peut-être une décennie ou deux. Ouais, mais il va être trop tard, on va être mort. C'est ça qu'ils vont dire, hein. Mais eux aussi vont pas. Dans le fond, ils sont en train de passer par le chemin qu'on a passé au début des années 1900 et 1950. Ils sont en train de faire ce chemin-là. Ils viennent nous rejoindre. Ils vont joindre les efforts de l'innovation et du développement économique et des gains de productivité, eux autres aussi. Ça s'en vient, mais on est comme en train de dire que notre mode de vie a tout détruit. Ben non, c'est le contraire. C'est surtout C'est que, cette Écoute, croissance moi, surtout je que te comme économique-là, dit c'est. Vincent, mais comme dit Vincent, là, il y a le problème dans tout ça aussi, là, c'est qu'il y a un double discours permanent de ce que disent les politiciens et les gouvernements et de ce qu'ils font réellement. Tu sais, j'avais un prof d'université qui disait ça tout le temps. Regardez pas ce que l'auteur dit, regardez ce qu'il fait quand vous exact. lisez un bouquin. Ben, c'est la même chose avec les gouvernements. Faites attention, c'est la sobriété, faut pas polluer, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ils mettent sur pied des programmes pour aller dire au monde, hey, si vous changez toutes les fenêtres de votre maison qui sont encore bonnes là, pour des neuves, on va vous donner de l'argent. Voyons, mais dans quel monde, est-ce que vous vous rendez compte que dans la majorité des endroits sur Terre, les gens, si les fenêtres sur leur maison, pour autant qu'il y en ait, parce qu'il y a des places qui n'ont pas de fenêtres, vont être là de la fondation jusqu'à la fin des temps? Ça, c'est un problème d'ultra riche, ça, là. Changer des fenêtres qui ont 10, 15 ans sur une maison juste pour le plaisir d'avoir des fenêtres qui ont un petit peu moins d'air qui passe au travers, là. Ça, c'est vraiment ça, c'est je veux dire, ce genre de truc-là, c'est de la surconsommation, entre guillemets, selon leurs critères, leurs propres critères de sobriété à eux. Normalement, si on était cohérent avec nos affaires, tout ça, ça n'existerait pas, là. Il y a pas un gouvernement qui irait voir des gens et dirait ben, votre poêle qui fonctionne encore bien, on va vous donner 15 000 là, ou 5 000, puis vous allez vous mettre une belle thermopompe, vous allez changer vos fenêtres. Mais tous ces trucs-là, ils s'en vont au vidange. C'est de la pollution qui est créée par ces gens-là, par leur programme d'incitatif. Mais tout ça, c'est un. Ah, mais c'est pour ça que je te C'est- dirais que moi, je suis pas. Quand on parle des problèmes environnementaux, je le dis qu'il y a plusieurs méthodes. Par exemple, je n'ai jamais caché que j'étais pour une taxe sur le carbone, théoriquement.
que je suis Ouais, on a déjà partisan parlé de ça. Ouais. d'éliminer les subventions. Mais l'affaire, c'est que comme l'État est capable d'empirer autant qu'il est capable de corriger, puis souvent, quand il corrige, il peut empirer en même temps. Donc, tu sais, il peut créer le problème pour commencer, il peut empirer le problème pour continuer. Donc, tu sais, as plusieurs affaires. Puis si tu te dis que l'objectif, c'est qu'on réduise les dommages environnementaux en continuant d'améliorer le bien-être des êtres humains, je suis pas mal sûr que dans l'univers du faisable, toutes les politiques gouvernementales ne nous permettront pas d'accomplir cet objectif-là. La seule porte de sortie qui est vraisemblablement utile, c'est de continuer l'innovation technologique. Parce que c'est vraiment honnête. Je ne pense pas que le gouvernement est capable d'aider ou d'empirer la situation. Il fait des choses qui sont utiles, il fait des choses qui sont largement contre-productives. La seule chose Bon, qui, je électrique. pense, est capable, ben, Lyon électrique est un bon exemple, mais il est capable de faire des dégâts dramatiques. Il est capable Mhm. de les empirer. Il est capable de les solutionner parfois. Ouais. Au net, je ne suis pas mal sûr que son effet est peut-être un petit négatif, peut-être un petit positif sur l'environnement, mais clairement, il y a un effet négatif sur le bien-être. Ouais, c'est ça. Dans Moi, je ce ne doute cas-ci, pas de leur effet. Moi, je ne doute. Ils sont très bien capables de nuire à ouais. votre bien-être et de réduire votre qualité de vie, mais est-ce que la contrepartie de ça, ce sera d'améliorer le bilan environnemental? Ça, je suis loin d'être convaincu de ça. À Le mon fuck, avis, c'est c'est même qu'ils plutôt le nuisent jamais contraire. assez. Ils nuisent jamais assez pour nuire réellement parce que malgré leur nuisance, on fait mieux quand même. Ouais, mais c'est pour ça que la seule solution, pour vrai, pour moi, dans tes problèmes environnementaux, la seule qui est plausible, c'est de continuer l'innovation technologique, d'améliorer l'efficacité énergétique par Mhm. l'innovation. C'est plate à dire, mais tu sais, souvent, je me fais rire de moi quand je dis ça par les écolos. Ils disent: oh, regarde Vincent avec sa vue prométhéenne de l'histoire, qu'on peut continuer d'innover. Oui, mais en même temps, c'est que c'est la seule chose qui reste. On a tellement des États qui sont incompétents, on a tellement enlevé les règles du jeu, on a tellement manipulé le marché que toutes les solutions qui seraient efficientes ne sont pas dans l'univers du faisable. Donc, tout ce qui reste, c'est qu'on espère qu'on encourage l'innovation, qu'on essaie de ne pas décourager l'innovation pour que les incitations à consommer moins d'énergie parce que ça coûte moins cher, point Mhm. barre, d'en utiliser moins, de pouvoir mieux utiliser les ressources qu'on utilise. Donc, les autos intelligentes, Uber, Airbnb, toutes des choses qui Mhm. augmentent notre, notre, Ben oui, notre ben oui. utilisation. Et Écoute, ça, c'est des choses qui seraient plus positives que les solutions qui sont proposées. Malheureusement, présentement, la chose qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pouces réglementaires qui existent qui vont réduire le rythme d'innovation. Puis ça m'inquiète beaucoup plus que hmm, les problèmes non. environnementaux. Parce que si tu réduis l'innovation, tu réduis énormément, tu augmentes tous les problèmes en amont. D'une Ben oui, manière ou c'est d'une clair. autre, tu augmentes un paquet d'autres problèmes environnementaux, économiques, politiques. Euh, puis Ah, ça, c'est sûr et certain. ça, c'est vraiment ma grosse crainte présentement. Écoute, je pense qu'on va devoir s'arrêter là-dessus. Le premier podcast du retour est un petit peu plus court, mais on doit couper ça court là, Ah pour ouais, aujourd'hui. mais là, il faut que Fait j'aille faire que, cuire de quoi sur le barbecue parce que j'ai c'est faim. ça, Mais Vincent, il y a c'est un de ma steak à faute, aller faire cuire. c'est de ma faute. Je m'en vais à un tournoi de baseball ce soir avec les enfants à Longueuil. Et devinez comment ils ont appelé le tournoi? La Coupe Longueuil, les amis. Oh my Non! God. Je te le jure, Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. je trouve ça très sharp, honnêtement, là. Écoute, c'est bon. C'est bon. Moi, Ah, c'est magique. étant un ancien résident de la Rive-Sud de Montréal, j'approuve à 100%. Fait que je Mais passe je ma viens fin de comme de. semaine à la Coupe Ouais. Longueuil. Mais je viens de t'imaginer qu'une coupe longueuil, Vincent, puis ça. C'est difficile. Il n'y a personne qui est capable de m'imaginer avec des cheveux. Ceci dit, à partir de maintenant, parce que l'île au génie, j'aime vraiment le titre L'île au génie, maintenant, je vais clarifier que pour toujours, je suis de la rive sud de Montréal. Ouais, c'est mieux de même, je pense. Ça m'évite des problèmes, ou même de la principauté de Saint-Lambert. Ouais, c'est ça, exact. Ah, good. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se reparle la semaine prochaine. Caribbean Island.